Bonsoir, ici La Nuit Raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Le premier plan géophysique complet est apparu sur l'écran A02 H17 et j'ai compris avant même de zoomer que nous n'allions pas pouvoir raconter ça simplement. J'étais seul dans le conteneur de traitement, celui qu'on appelait le labo froid, parce que la climatisation y tournait en permanence pour protéger les serveurs. Dehors, la steppe ukrainienne dormait sous un ciel sans lune, et le générateur diesel ronronnait à 50 mètres, régulier comme un poule. J'avais passé la soirée à compiler les données de la dernière campagne de magnétométrie, 3 semaines de relevés au gradiomètre sur 87 hectares de champs de sol, et le logiciel venait enfin de terminer l'interpolation. Je m'appelle Thomas Zerissel, j'ai 43 ans. Je suis géophysicien de formation, spécialisé dans les méthodes non invasives appliquées à l'archéologie préventive et programmée. Mon doctorat portait sur la détection des structures fossoyées par prospection électrique dans les contextes alluviaux. Un sujet technique qui m'a valu une réputation de rigueur et une carrière discrète. J'ai travaillé 15 ans pour l'INRAP. Puis j'ai bifurqué vers la recherche internationale quand les postes permanents se sont raréfiés. En 2019, j'ai rejoint un consortium européen financé par l'ERC, le programme Deep Time, dont l'objectif affiché était de cartographier intégralement une série de mégasites néolithiques en Europe de l'Est, principalement dans la zone comprise entre le Dnieper et les Carpates. Le terme mégasite mérite une explication. Dans le vocabulaire archéologique, il désigne des établissements dont la superficie dépasse largement ce qu'on attendrait d'un village agricole ordinaire. Nous parlons ici de sites couvrant parfois 300, 400 hectares, avec des traces de plusieurs milliers de structures, principalement des maisons longues en torchis bois, disposées selon des plans qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ces sites appartiennent à ce que les spécialistes appellent la culture de Tripilia, du nom d'un village ukrainien où les premières découvertes ont été faites à la fin du XIXe siècle. En Roumanie et en Moldavie, on parle plutôt de culture de Cucuteni, mais il s'agit du même complexe culturel, daté approximativement entre 400 et 3000 avant notre ère. Avant de poursuivre, je dois préciser quelque chose. Ce que je vais raconter n'est pas une théorie, ce n'est pas une spéculation. C'est un compte-rendu de ce que j'ai vu, mesuré, documenté et de ce qu'on m'a demandé de ne pas formuler. Je n'ai aucune preuve d'un complot organisé. Je n'accuse personne de malveillance délibérée, mais il existe, dans la communauté scientifique qui travaille sur ces questions, une forme de prudence collective qui fonctionne exactement comme une censure, sans qu'il soit nécessaire de désigner un censeur. C'est cette mécanique que je veux décrire, parce qu'elle a des conséquences sur ce que nous croyons savoir de notre passé. Mon contrat avec Deep Time a débuté en mars 2021. Le financement provenait principalement de la Commission européenne, avec des contributions de l'Université de Kiel, de l'Institut archéologique de Kiev et d'une fondation privée basée à Vienne, dont je n'ai jamais rencontré les représentants. Mon rôle était simple sur le papier, superviser les campagnes de prospection géophysique, former les équipes locales au protocole de relevé et produire les cartes interprétatives qui serviraient de base aux fouilles ciblées. En pratique, j'étais aussi le garant de la cohérence méthodologique entre les différents sites du programme, ce qui impliquait des allers-retours constants entre l'Ukraine, la Moldavie et l'Allemagne. Le site qui nous occupe se trouve à environ 80 km au sud-est de Tcherkassy, dans l'oblast du même nom. Je ne donnerai pas son nom exact pour des raisons qui deviendront claires. Disons simplement qu'il fait partie des plus grands jamais identifiés, avec une superficie estimée à 320 hectares avant notre intervention, et qu'il n'avait fait l'objet que de sondages limités dans les années 80, à l'époque soviétique. Les archives de ces anciennes fouilles existent, mais elles sont dispersées entre Kiev, Moscou et plusieurs instituts régionaux qui n'ont pas tous survécu au bouleversement politique. Une partie de notre travail préliminaire a consisté à reconstituer cette documentation. Un exercice frustrant qui m'a appris à quel point la mémoire scientifique peut être fragile. La base logistique du projet était installée dans un ancien kolkhoz reconverti en centre de recherche à une dizaine de kilomètres du site principal. Nous disposions de 4 conteneurs préfabriqués servant de laboratoire, d'un bâtiment administratif vétuste mais fonctionnel, et d'un hébergement spartiate dans les anciens logements ouvriers.
L'équipe permanente comptait une vingtaine de personnes, des archéologues ukrainiens et moldaves, des doctorants allemands et polonais, 2 spécialistes de la céramique venus de Bucarest, un anthropologue physique de l'université de Bordeaux, et moi-même pour la géophysique. La direction scientifique était assurée par le professeur Heinrich Brenner de l'université de Kiel, un homme de 67 ans, dont la carrière entière avait été consacrée à l'étude des sociétés néolithiques d'Europe centrale et orientale. Brenner était un personnage complexe, d'une rigueur méthodologique irréprochable. Il avait publié des dizaines d'articles dans les meilleures revues et formé 2 générations de chercheurs. Mais il était aussi d'une prudence extrême dans ses interprétations, presque pathologiques. Je l'ai entendu un jour expliquer à un doctorant que la carrière d'un archéologue se construit sur ce qu'il ne dit pas autant que sur ce qu'il dit. Sur le moment, j'ai pris cette phrase pour une leçon de modestie épistémologique. Aujourd'hui, je lui donne un sens différent. Les premières semaines de la campagne 2023 se sont déroulées selon le protocole habituel. Nous avons implanté une grille de référence couvrant l'ensemble de la zone à prospecter, en utilisant un GPS différentiel pour garantir une précision centimétrique. Les relevés magnétométriques ont été effectués avec un gradiomètre à vapeur de césium, un instrument capable de détecter des variations infimes du champ magnétique terrestre causées par des structures enfouies. Les maisons tripyliennes, construites en torchis sur armature de bois, ont la particularité d'avoir été systématiquement incendiées, ce qui a transformé l'argile des murs en une sorte de brique cuite fortement magnétique. Cette signature distinctive permet de les repérer avec une précision remarquable, même plusieurs mètres sous la surface actuelle. Je dois m'arrêter ici sur cette question de l'incendie des maisons, parce qu'elle est centrale pour comprendre ce qui va suivre. Quand les premiers archéologues ont fouillé des sites tripyliens, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ils ont constaté que presque toutes les maisons présentaient des traces de combustion intense. Les murs effondrés formaient des amas de terre cuite, parfois sur plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. À l'intérieur, on trouvait souvent des céramiques brisées, des meules, des outils en ose ou en pierre, mais rarement dans les positions qu'on attendrait d'un abandon précipité. Pendant longtemps, l'interprétation dominante a été celle d'une destruction par des incendies accidentels ou par des attaques ennemies. Cette lecture correspondait au modèle explicatif de l'époque, qui voyait dans la fin des cultures néolithiques le résultat d'invasions ou de catastrophes. Mais à partir des années 70, des fouilles plus méthodiques ont commencé à remettre en question ce scénario. Les indices de violence manquaient, pas de pointes de flèches fichées dans les murs, pas de squelettes portant des traces de trauma, pas de fosses communes. De plus, la distribution des objets à l'intérieur des maisons présentait des anomalies troublantes. Certaines pièces semblaient avoir été vidées avant l'incendie, comme si les habitants avaient eu le temps de retirer leurs biens les plus précieux. Dans d'autres cas, des céramiques intactes avaient été soigneusement empilées au centre de la maison, comme si elles avaient été déposées là intentionnellement avant la mise à feu. Au fil des décennies, un consensus s'est progressivement établi autour d'une hypothèse radicalement différente. Les maisons tripyliennes n'auraient pas été détruites par accident ou par la guerre, mais volontairement incendiées par leurs propres habitants, selon un rituel probablement lié au cycle de vie des bâtiments ou des groupes familiaux. Cette pratique, qu'on appelle parfois crémation architecturale ou house burning ritual, est désormais documentée sur des dizaines de sites avec des variations régionales et chronologiques qui font l'objet de recherches actives. Ce que je viens de résumer en quelques lignes représente des décennies de débats acharnés, de controverses, de carrières brisées et de réconciliations tardives. L'archéologie n'est pas une discipline sereine. Elle charrie des enjeux de prestige, de financement, de rivalité nationale et personnelle qui peuvent paralyser ou déformer la production du savoir. J'ai mis du temps à comprendre à quel point ces dynamiques affectaient notre travail sur le terrain, et encore plus de temps à admettre que j'en étais moi-même un acteur, consciemment ou non. Revenons à cette nuit de juillet 2023 dans le conteneur de traitement. L'image qui s'affichait sur mon écran était le résultat de l'assemblage de plusieurs milliers de profils magnétométriques, couvrant une superficie de 87 hectares. Le logiciel avait interpolé les données pour produire une carte en niveau de gris
où les anomalies positives apparaissaient en noir et les anomalies négatives en blanc. Ce type de représentation est standard dans notre discipline. J'en avais produit des centaines au cours de ma carrière, sur des sites romains, médiévaux, proto-historiques. Je savais lire ces images comme un radiologue lit un scanner. Ce que je voyais n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu avant. Les anomalies noires qui correspondaient aux traces des maisons brûlées formaient un motif d'une régularité stupéfiante. Elles étaient disposées en anneaux concentriques, séparés par des intervalles presque constants, autour d'un vide central d'environ 4 hectares. Chaque anneau contenait entre 80 et 120 structures, alignées selon des axes radiaux qui convergeaient vers le centre. Les maisons elles-mêmes présentaient des dimensions remarquablement standardisées, entre 15 et 20 mètres de long, 5 à 7 mètres de large, orientées perpendiculairement à l'axe de l'anneau. Entre les anneaux, des espaces vides de 30 à 50 mètres suggéraient l'existence de voies de circulation ou de zones non bâties. J'ai zoomé sur différentes portions de l'image, cherchant des irrégularités, des zones perturbées, des anomalies qui auraient brisé la symétrie du plan. J'en ai trouvé quelques-unes, des structures plus grandes, isolées, situées à des points stratégiques de l'ensemble, des alignements secondaires reliant certains anneaux entre eux, une concentration d'anomalies plus dense dans le quart nord-est du site, peut-être une zone d'activité spécialisée. Mais la pression dominante restait celle d'une planification délibérée, d'une organisation qui dépassait de loin ce qu'on associe habituellement à des communautés agricoles du 5e millénaire avant notre ère. Je suis resté assis devant cet écran pendant peut-être une heure, incapable de détacher mon regard. J'avais lu des articles sur les mégasites tripilliens. J'avais vu les cartes publiées de Talianki, de Medanetska, de Nebelivka. Je savais que ces établissements étaient organisés selon des plans radioconcentriques. Mais voir apparaître cette structure sous mes yeux, pixel par pixel, à partir de données que j'avais moi-même collectées, produisait un effet entièrement différent. C'était comme la différence entre lire la description d'un tremblement de terre et sentir le sol vibrer sous ses pieds. Une pensée s'est imposée, que j'ai d'abord repoussée comme absurde, puis qui est revenue avec une insistance croissante. Ce que je regardais ressemblait à un plan de ville. Pas un plan de village, pas un plan de hameau, un plan de ville, avec ses quartiers, ses avenues, ses espaces publics, sa logique d'ensemble. Une ville de plusieurs centaines d'hectares, abritant potentiellement plusieurs milliers d'habitants, construite et habitée plus de 2000 ans avant les premières cités mésopotamiennes que nos manuels présentent comme le berceau de l'urbanisme. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte du conteneur, et je suis sorti dans la nuit. L'air était tiède, chargé de l'odeur des tournesols et de la poussière des chemins de terre. Le générateur continuait son ronronnement monotone. Quelque part dans les logements, une lumière était encore allumée. J'ai marché jusqu'au bord du champ, là où commençait la zone prospectée, et j'ai regardé l'obscurité en essayant de superposer mentalement l'image de mon écran à ce paysage invisible. Sous mes pieds, à une profondeur variant entre 50 cm et 2 mètres, dormaient les restes calcinés de centaines de maisons, disposées selon un ordre que personne n'avait voulu voir pendant des siècles. Les paysans qui cultivaient ces champs avaient labouré ce sol depuis des générations, remontant parfois des fragments de céramique peintes qui jetaient au bord des parcelles. Les archéologues soviétiques avaient ouvert quelques sondages dans les années 80, documenté quelques structures, publié quelques articles dans des revues à diffusion limitée. Mais personne, avant cette nuit, n'avait eu accès à une image complète de l'ensemble. Je suis retourné au conteneur vers 3 heures du matin. J'ai exporté l'image en haute résolution, je l'ai sauvegardée sur 3 supports différents, et j'ai commencé à rédiger un rapport préliminaire pour le professeur Brenner. Mes phrases étaient prudentes, techniques, délibérément neutres. Je décrivais ce que je voyais sans l'interpréter, en utilisant le vocabulaire standardisé de la discipline. Anomalie linéaire, structure de combustion, organisation spatiale radioconcentrique, zone de faible densité. Je savais déjà, à ce moment-là, que les mots que je choisissais auraient des conséquences sur la façon dont ces données seraient reçues, discutées, éventuellement contestées. La réunion de débriefing a eu lieu le lendemain après-midi, dans la salle commune du bâtiment administratif. Brenner avait convoqué l'ensemble de l'équipe permanente, une quinzaine de personnes assises autour d'une grande table en bois qui avait dû servir aux réunions du kolkhoz 50 ans plus tôt.
J'ai projeté l'image sur un écran blanc accroché au mur, et j'ai commenté les principales caractéristiques du plan pendant une vingtaine de minutes. J'ai parlé de la régularité des anneaux, de la standardisation des structures, de la symétrie générale de l'ensemble. J'ai évité le mot « ville ». J'ai évité le mot « urbanisme ». J'ai utilisé des périphrases comme « établissement de grande ampleur » et « organisation planifiée ». Quand j'ai terminé, le silence dans la salle était palpable. J'ai regardé les visages autour de la table. Certains collègues fixaient l'image avec une expression que j'ai interprétée comme de la fascination mêlée d'incrédulité. D'autres avaient les yeux baissés sur leurs notes, comme s'ils cherchaient à éviter de croiser mon regard. Le professeur Brenner, assis au bout de la table, avait les mains jointes devant lui et le visage impénétrable. C'est lui qui a pris la parole en premier. Il a commencé par me féliciter pour la qualité technique du travail, en soulignant la densité des données et la précision de l'interpolation. Puis il a posé une série de questions méthodologiques. Quelle était la marge d'erreur du gradiomètre? Avions-nous vérifié l'absence d'interférences métalliques modernes? Les conditions météorologiques avaient-elles pu affecter les mesures? J'ai répondu à chaque question avec les détails appropriés, en montrant les protocoles de calibration, les tests de répétabilité, les corrections appliquées. Brenner hochait la tête, prenait des notes, ne laissait rien paraître. Quand les questions techniques ont été épuisées, une discussion plus générale s'est engagée. Olena, une archéologue ukrainienne d'une trentaine d'années qui travaillait sur la céramique, a demandé comment ce plan se comparait à ceux des autres mégasites connus. J'ai affiché sur l'écran une série de cartes publiées, en commençant par Medanetsk et Talianki, les deux sites les mieux documentés. La comparaison était éloquente. Notre site présentait le même type d'organisation radioconcentrique, mais avec une régularité encore plus marquée et une superficie légèrement supérieure. J'ai mentionné qu'il pourrait s'agir de l'un des plus grands établissements tripiliens jamais cartographiés, une affirmation que j'ai immédiatement nuancée, en rappelant que la superficie d'un site ne dit rien de sa population ou de sa durée d'occupation. C'est à ce moment qu'un incident s'est produit, apparemment mineur, mais qui m'a laissé une impression durable. Klaus, un doctorant allemand spécialisé dans la modélisation spatiale, a levé la main et a posé une question sur la densité d'occupation. Il voulait savoir si, en extrapolant le nombre de maisons visibles sur la carte, et en appliquant des estimations standards de la taille des maisonnées néolithiques, on pouvait calculer une population totale pour le site. J'ai commencé à répondre en citant les chiffres habituellement avancés dans la littérature, entre 10 et 20 000 habitants pour les plus grands mégasites, selon les hypothèses retenues. Mais avant que j'aie pu terminer ma phrase, Brenner m'a interrompu. Ces estimations sont hautement spéculatives, a-t-il dit d'une voix calme mais ferme. Nous ne savons pas si toutes les maisons étaient occupées simultanément. Nous ne savons pas combien de temps chaque maison était habitée avant d'être brûlée. Nous ne savons pas si le site a connu une occupation continue ou des phases de croissance et de déclin. Toute estimation de population à ce stade serait prématurée et potentiellement trompeuse. J'ai acquiescé parce qu'il avait techniquement raison. Mais j'ai remarqué qu'il n'avait pas seulement corrigé une imprécision méthodologique. Il avait fermé une porte. Il avait empêché la discussion de s'engager sur un terrain où elle aurait pu conduire à des conclusions inconfortables. Et j'ai vu dans les regards de certains collègues autour de la table qu'ils avaient perçu la même chose que moi. La réunion s'est terminée sur des décisions opérationnelles, où implanter les premières tranchées de fouilles, comment prioriser les zones à échantillonner, quel calendrier suivre pour les prélèvements destinés aux datations. Brenner a distribué les responsabilités avec son efficacité habituelle, et chacun est retourné à ses tâches. Je suis resté seul dans la salle pendant quelques minutes, à regarder l'image projetée sur le mur, avant d'éteindre le vidéoprojecteur et de retourner au conteneur de traitement. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation des fouilles. Nous avons choisi d'ouvrir 4 tranchées exploratoires dans des secteurs différents du site, sélectionnés pour leur représentativité typologique, une zone d'habitat dense dans l'anneau extérieur, une structure isolée de grande dimension dans l'anneau intermédiaire, le bord de l'espace central vide, et une concentration d'anomalies dans le quart nord-est. L'objectif était de vérifier la correspondance entre les signatures géophysiques et les vestiges réels, de prélever des échantillons pour les datations au radiocarbone et les analyses archéobotaniques,
et de commencer à documenter les caractéristiques architecturales des constructions. J'ai participé à l'ouverture de la première tranchée, dans le secteur de l'anneau extérieur. Le terrain était un champ de tournesol en jachère, couvert d'une végétation basse qui avait poussé après la dernière récolte. Nous avons décapé la couche arable à la pelle mécanique, sous la supervision d'un archéologue qui guidait le conducteur centimètre par centimètre. La terre était sèche, poussiéreuse, d'une couleur brun gris qui devenait plus sombre à mesure que nous descendions. L'odeur de terre remuée me rappelait d'autres chantiers, d'autres étés passés à creuser sous un soleil implacable, mais avec une intensité différente que je n'aurais pas su expliquer. À environ 70 centimètres sous la surface actuelle, les premières traces de rubéfaction sont apparues. C'était une couche de terre rougeâtre, compacte, mêlée de fragments de torchis brûlés et de charbon de bois. En nettoyant cette surface à la truelle, nous avons progressivement dégagé le contour d'une structure rectangulaire, dont les dimensions correspondaient exactement à ce que la carte géophysique avait prédit. Les murs effondrés formaient des bourrelets parallèles de terre cuite, épais de 20 à 30 cm, qui délimitaient un espace intérieur d'environ 16 mètres sur 6. Je me souviens du moment où j'ai posé la main sur cette surface durcie par le feu. La chaleur du soleil l'avait réchauffée, mais en dessous on sentait une fraîcheur qui venait des profondeurs. J'ai pensé aux mains qui avaient façonné ce torchis 6000 ans plus tôt, qui avaient appuyé sur une armature de bois et de roseaux, qui avait lissé cette surface avant qu'elle ne soit cuite par l'incendie final. J'ai pensé aux corps qui avaient vécu dans cet espace, aux repas préparés, aux enfants qui avaient joué, aux vieillards qui avaient raconté des histoires. Et j'ai pensé au moment où cette maison avait été vidée de ses habitants, préparée pour sa destruction, puis livrée aux flammes selon un rituel dont nous ne comprenions pas le sens. Les jours suivants ont été consacrés au nettoyage et à la documentation de la structure. Nous avons dégagé l'intérieur de la maison, couche par couche, en enregistrant chaque objet, chaque fragment, chaque variation de la stratigraphie. Le travail était lent, méticuleux, épuisant. La chaleur de juillet était accablante, et nous devions installer des bâches pour protéger la fouille du soleil direct. La poussière se déposait sur nos vêtements, nos visages, nos poumons. Le soir, nous rentrions à la base couverts d'une croûte de terre séchée qui se craquelait quand nous bougions. Ce qui émergeait de cette fouille confirmait et compliquait à la fois ce que nous savions des maisons tripiliennes. La structure interne était classique, un grand espace central, probablement un lieu de vie commun, flanqué de pièces plus petites aux extrémités, peut-être des espaces de stockage ou des chambres. Un foyer en argile occupait le centre de la pièce principale, encore reconnaissable par sa forme circulaire et la calcination intense du sol environnant. Autour du foyer, nous avons trouvé des fragments de céramique, des os d'animaux domestiques, des graines carbonisées qui seraient envoyées au laboratoire pour identification. Mais c'est ce que nous n'avons pas trouvé qui m'a frappé. Dans une maison habitée, abandonnée dans la précipitation, on s'attendrait à trouver des objets du quotidien à leur place d'utilisation, des récipients près du foyer, des outils près des zones de travail, des objets personnels dans les espaces de repos. Ce que nous observions était différent. La maison avait été vidée. Les céramiques retrouvées étaient toutes fragmentaires, comme si elles avaient été brisées intentionnellement avant l'incendie. Il n'y avait aucun outil complet, aucun objet de prestige, aucune trace des biens accumulés pendant une vie de famille. Les os d'animaux eux-mêmes semblaient sélectionnés. Nous trouvions des fragments de mandibules, des vertèbres isolées, des os longs brisés, mais pas les connexions anatomiques qu'on attendrait de restes de repas. J'ai fait part de ces observations à Brenner lors d'un point quotidien. Il a hoché la tête sans paraître surpris. C'est cohérent avec les données de Medanetska et de Nebelivka, a-t-il dit. Les maisons ont été vidées avant l'incendie. Les habitants emportaient leurs biens les plus précieux et laissaient des dépôts symboliques. C'est un élément du rituel de crémation architecturale. J'ai demandé si nous avions des hypothèses sur la nature de ces dépôts symboliques, sur leur signification pour les populations concernées. Brenner m'a regardé avec une expression que je n'ai pas su interpréter. « Des hypothèses, nous en avons des dizaines, a-t-il répondu. Des certitudes, nous n'en avons aucune. C'est la prudence qui doit guider notre travail. La prudence. » Ce mot allait revenir souvent dans les semaines suivantes, toujours prononcé avec la même intonation mesurée, toujours utilisé pour fermer des discussions,
plutôt que pour les ouvrir. La deuxième tranchée a été ouverte dans le secteur de la grande structure isolée, celle que j'avais repérée sur la carte géophysique comme une anomalie plus étendue que les maisons standards. Dès les premières passes des décapages, il est devenu évident que nous avions affaire à quelque chose de différent. La structure mesurait environ 30 mètres de long sur 12 de large, soit 4 à 5 fois la superficie d'une maison ordinaire. Ses murs étaient plus épais, construits avec un torchis de meilleure qualité, et les traces de combustion étaient moins intenses que dans les habitations voisines. L'intérieur de ce bâtiment a révélé une organisation spatiale plus complexe. Nous avons identifié plusieurs pièces séparées par des cloisons, certaines équipées de ce qui ressemblait à des plateformes en argile surélevées, d'autres contenant des fosses circulaires dont la fonction restait obscure. La céramique retrouvée était d'une qualité exceptionnelle. Des vases finement décorés de motifs géométriques, peints en rouge, noir et blanc, certains avec des formes que je n'avais jamais vues dans les publications. L'un de ces vases, presque intact malgré l'effondrement du toit, portait un décor spiralé d'une régularité troublante, chaque spirale s'emboîtant dans la suivante selon une progression qui évoquait un calcul mathématique plutôt qu'une fantaisie artistique. J'ai photographié ce vase sous tous les angles, en notant soigneusement sa position stratigraphique et sa relation avec les autres objets du contexte. Le soir, en transférant les images sur mon ordinateur, je me suis retrouvé à zoomer sur le décor, à tracer mentalement les lignes de la spirale, à chercher un motif récurrent. Il y avait quelque chose dans ce dessin qui me dérangeait, une précision qui ne correspondait pas à l'idée que je me faisais d'un artisanat néolithique. Mais je n'arrivais pas à formuler ce malaise en termes scientifiques. Comment dit-on, dans le langage de l'archéologie, qu'un objet est trop bien fait pour son époque? La troisième tranchée a été implantée au bord de l'espace central vide, cette zone de 4 hectares au cœur du site où la carte géophysique ne montrait aucune structure. L'objectif était de vérifier la nature de cet espace. S'agissait-il d'une place publique, d'une zone de rassemblement, d'un enclos pour le bétail, ou simplement d'une portion du site qui n'avait jamais été construite? La réponse s'est avérée plus complexe que prévu. Sous la couche arable, nous avons découvert une stratigraphie dense et fine, composée de multiples niveaux de limon et de sable, séparés par des horizons de piétinement et de compaction. Ces couches contenaient très peu de matériel archéologique, quelques tessons isolés, des fragments d'os indéterminables, des traces de charbon dispersées. Mais leur épaisseur cumulative, plus d'1,50 m en certains points, suggérait une utilisation intensive et prolongée de cet espace. Les analyses sédimentologiques réalisées ultérieurement en laboratoire ont confirmé cette hypothèse. La zone centrale du site avait été fréquentée pendant des siècles, peut-être des millénaires, avec des épisodes d'accumulation et d'érosion qui témoignaient d'une activité humaine soutenue. Ce que nous ne trouvions pas, c'était des structures. Pas de fondation, pas de foyer, pas de fosse de stockage, pas de traces de poteaux. Cet espace avait été maintenu délibérément vide de constructions permanentes, alors que tout autour, les anneaux de maisons se succédaient avec une densité croissante. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, un système de règles, une autorité, une tradition, avait décidé que cet espace resterait ouvert, et cette décision avait été respectée pendant toute la durée d'occupation du site. J'ai discuté de cette observation avec Marcus, l'anthropologue de Bordeaux, un homme d'une 50aine d'années dont la spécialité était l'étude des sociétés non étatiques d'Europe préhistorique. Il m'a écouté décrire la stratigraphie de la zone centrale, puis il a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Tu sais ce qui est vraiment difficile à expliquer dans ces mégasites? Ce n'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils aient cessé d'exister. Une société capable de construire ça, de maintenir ça pendant des générations, de coordonner des milliers de personnes selon un plan aussi rigide, ça ne disparaît pas comme ça. Ça ne s'évapore pas. Ça se transforme, ou ça se déplace, ou ça laisse des héritiers. Mais là, rien. Le néant. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'effacement. Je lui ai demandé s'il avait une hypothèse. Il a haussé les épaules. Des hypothèses, j'en ai trop. Changement climatique, épuisement des sols, conflits sociaux, épidémies. Le problème, c'est qu'aucune ne colle vraiment. Le changement climatique, il y en a eu, mais pas assez brutal pour expliquer un abandon généralisé. L'épuisement des sols, ça marche pour un site,
mais pas pour tous les sites en même temps sur des milliers de kilomètres carrés. Les conflits sociaux, ça devrait laisser des traces de violence, et on n'en trouve pas. Les épidémies, pareil, ça devrait laisser des cimetières de crise, et on n'en a jamais identifié. Alors j'en suis réduit à me dire que peut-être, juste peut-être, on pose mal la question. Cette conversation a eu lieu un soir, sur le chemin du retour vers la base, alors que le soleil se couchait sur la steppe et que les premières étoiles commençaient à apparaître. Je me souviens du ciel, d'un violet profond qui virait au noir, et de l'odeur des herbes sèches portées par le vent. Je me souviens d'avoir pensé que Marcus avait raison, que nous posions mal la question, mais je ne savais pas encore comment la reformuler. La 4e tranchée a été la plus révélatrice et la plus troublante. Elle était implantée dans le quart nord-est du site, là où la carte géophysique montrait une concentration d'anomalies plus dense et plus irrégulière que dans le reste de l'établissement. Nous pensions y trouver une zone d'activité artisanale, peut-être des ateliers de poterie ou de métallurgie. Ce que nous avons trouvé était entièrement différent. Sous la couche arable, la fouille a révélé non pas une, mais plusieurs phases d'occupation superposées. Les structures les plus récentes, celles qui correspondaient aux anomalies visibles sur la carte, étaient des maisons standards, brûlées selon le rituel habituel. Mais en dessous, séparés par une couche de limon stérile d'une vingtaine de centimètres, apparaissaient les restes d'autres structures, plus anciennes, orientées différemment, construites selon des techniques légèrement différentes. Et en dessous de celle-ci, une 3e phase, encore plus ancienne, avec des vestiges plus fragmentaires mais tout aussi reconnaissables. Les datations au radiocarbone, réalisées sur des charbons prélevés dans chaque phase, ont confirmé ce que la stratigraphie suggérait. Le site avait été occupé, abandonné et réoccupé à plusieurs reprises, sur une période d'au moins 800 ans. Et ce qui était remarquable, c'est que chaque réoccupation semblait avoir suivi le même schéma. Construction de maisons selon un plan ordonné, utilisation pendant quelques générations, puis incendie systématique et abandon. Comme si le rituel de crémation architecturale n'était pas seulement appliqué aux maisons individuelles, mais à l'ensemble de l'établissement selon un cycle qui se répétait à l'échelle des siècles. Cette découverte a provoqué une effervescence dans l'équipe. Pour la première fois depuis le début de la campagne, j'ai senti que quelque chose d'important était en train de se passer, quelque chose qui dépassait les limites de notre projet et qui pourrait avoir des implications pour la compréhension globale de la culture trépillienne. Les discussions au dîner sont devenues plus animées, plus spéculatives. Certains collègues parlaient d'un cycle de régénération, comparable à des pratiques connues dans d'autres sociétés traditionnelles. D'autres évoquaient une mémoire collective, capable de se transmettre sur des centaines d'années, guidant les descendants vers les mêmes lieux, les mêmes plans, les mêmes rituels. Même Brenner, d'ordinaire si réservé, a admis que nous avions peut-être mis la main sur quelque chose d'exceptionnel. C'est à ce moment que l'anomalie trop propre est apparue. Dans la couche intermédiaire de la 4e tranchée, celle qui correspondait à la 2e phase d'occupation, nous avons dégagé les restes d'une structure qui ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu jusque-là. Il s'agissait d'un bâtiment de dimension moyenne, environ 20 mètres sur 8, dont les murs avaient été brûlés comme les autres, mais dont l'intérieur présentait des caractéristiques profondément inhabituelles. Il n'y avait rien. Je ne parle pas d'une maison vidée avant l'incendie, comme celle que nous avions fouillée dans les autres tranchées. Je parle d'une absence totale, absolue, de tout matériel archéologique. Pas de céramique, pas d'os, pas de graines carbonisées, pas de fragments de meules, pas de traces de foyer. Le sol intérieur était un niveau de terre battu parfaitement homogène, sans la moindre inclusion, sans la moindre perturbation. Même la couche d'effondrement, formée des débris du toit et des murs, était étonnamment propre, du torchis brûlé, du charbon de bois, quelques traces de roseaux calcinés, mais aucun des objets qu'on trouve habituellement mêlés à ces dépôts. J'ai d'abord pensé à une erreur de fouille, à un niveau que nous aurions manqué, à une perturbation moderne qui aurait vidé le contexte. Mais les relevés stratigraphiques étaient sans ambiguïté, les couches étaient intactes, non remaniées, scellées par les dépôts supérieurs depuis des millénaires. Ce bâtiment avait été vidé avant son incendie, comme les autres, mais vidé avec une méticulosité qui dépassait tout ce que nous connaissions. Non seulement les objets avaient été retirés,
mais les traces même de l'occupation avaient été effacées, le sol nettoyé, peut-être remplacé avant la mise à feu finale. Quand j'ai présenté ces observations à Brenner, sa réaction m'a surpris. Au lieu de la curiosité ou de l'excitation que j'attendais, j'ai vu passer sur son visage une expression que je n'ai su identifier que plus tard, quelque chose entre la résignation et la crainte. Il a regardé les photos pendant un long moment, sans rien dire. Puis il m'a demandé si j'avais partagé ces données avec quelqu'un d'autre. J'ai répondu que j'en avais discuté avec les fouilleurs de la tranchée, évidemment, et avec Marcus lors d'une conversation informelle. Brenner a hoché la tête lentement. À partir de maintenant, a-t-il dit, toute communication concernant cette structure passe par moi. Pas de photos sur les réseaux sociaux, pas de discussions avec les collègues d'autres projets, pas de messages aux universités de rattachement. Nous documentons, nous analysons, nous interprétons, et nous publierons le moment venu dans les formes appropriées. J'ai voulu protester, lui demander pourquoi une telle prudence, ce qui le préoccupait exactement. Mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Heinrich Brenner avait l'air d'un homme qui portait un fardeau trop lourd pour lui. Les semaines suivantes ont été marquées par une tension croissante au sein de l'équipe. Les fouilles se poursuivaient, les données s'accumulaient, mais les discussions libres qui avaient animé nos premières semaines avaient cédé la place à une atmosphère plus feutrée, plus méfiante. J'ai remarqué que certains collègues évitaient de parler de leurs découvertes en public, qu'ils se retrouvaient par petits groupes pour des conversations à voix basse, qu'ils regardaient par-dessus leur épaule avant de montrer une photo ou de partager une observation. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas à identifier le moment exact où ce changement s'était produit. Un soir, Olena m'a rejoint au conteneur de traitement, alors que je travaillais sur une nouvelle série de cartes géophysiques. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire pendant quelques minutes, regardant les images défiler sur l'écran. Puis elle m'a demandé, à voix basse, si j'avais remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Brenner. J'ai répondu prudemment en disant que le professeur semblait préoccupé ces derniers temps, peut-être fatigué par la pression du projet. Olena a secoué la tête. « Ce n'est pas de la fatigue, a-t-elle dit. C'est de la peur. Je connais cet homme depuis 10 ans, j'ai fait ma thèse sous sa direction. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait qu'il craignait. Elle a hésité longtemps avant de répondre. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai entendu une conversation, il y a quelques jours, entre lui et quelqu'un au téléphone. Je n'ai pas compris tous les mots, mais il était question de réformulation, de timing de publication, de implication politique. Et à un moment, il a dit quelque chose comme « Nous ne pouvons pas ouvrir cette boîte maintenant, pas avec ce qui se passe à l'Est ». Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça m'a fait froid dans le dos. Ce qui se passait à l'Est, nous le savions tous, même si nous évitions d'en parler sur le terrain. La guerre en Ukraine avait commencé 1 an plus tôt, et même si notre site se trouvait dans une zone épargnée par les combats, les conséquences du conflit se faisaient sentir de 1000 façons. Difficultés logistiques, restrictions de déplacement, tensions diplomatiques entre les partenaires du consortium, préoccupations sur la sécurité des collections et des archives. Certains collègues ukrainiens avaient des proches au front, d'autres avaient fui des régions occupées. Le contexte pesait sur nous tous, même quand nous faisions semblant de l'ignorer pour nous concentrer sur notre travail. Mais je ne comprenais pas le lien entre ce contexte et nos découvertes archéologiques. Qu'est-ce que la guerre pouvait avoir à faire avec des maisons brûlées il y a 6000 ans? Qu'est-ce qui était si sensible dans nos données pour justifier une telle prudence? La réponse m'est venue progressivement, par fragments, au cours des semaines suivantes. Le premier fragment est arrivé sous la forme d'un article scientifique. J'étais en train de faire des recherches bibliographiques pour contextualiser nos découvertes quand je suis tombé sur une publication récente, parue dans une revue ukrainienne que je ne lisais pas habituellement. L'article, signé par un chercheur de l'université de Lviv, présentait une analyse comparative des mégasites tripiliens en utilisant des méthodes statistiques sophistiquées. Sa conclusion était remarquable. Les similitudes entre les plans des différents sites, séparés parfois de plusieurs centaines de kilomètres, étaient trop précises pour être le résultat d'une simple diffusion culturelle. L'auteur suggérait l'existence d'un modèle architectural transmis avec une fidélité exceptionnelle,
impliquant un niveau de coordination et de communication entre les établissements qui dépassait les capacités habituellement attribuées aux sociétés néolithiques. J'ai lu cet article 3 fois, en prenant des notes détaillées. Puis j'ai cherché les réactions de la communauté scientifique. Ce que j'ai trouvé m'a troublé. L'article n'avait pratiquement pas été cité. Aucune revue internationale n'en avait fait mention. Les quelques commentaires que j'ai pu repérer sur des forums académiques étaient soit poliment sceptiques, soit ouvertement condescendants, qualifiant l'auteur de nationaliste romantique ou de amateur de théorie marginale. La substance de l'argument, les données, les méthodes, l'analyse, étaient ignorées au profit d'attaques ad hominem. Le deuxième fragment est arrivé lors d'une conversation avec Marcus, l'anthropologue. Nous parlions de l'absence de traces de violence dans les mégasites tripilliens, un fait établi mais rarement commenté. Marcus m'a fait remarquer que cette absence posait un problème fondamental pour les modèles classiques de l'évolution sociale. Toutes les grandes théories, depuis le XIXe siècle, supposent que la complexité sociale émerge de la compétition, du conflit, de la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Les États naissent de la guerre, les villes naissent de la domination, la civilisation naît de l'inégalité. C'est le schéma standard. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Des établissements de plusieurs milliers de personnes, organisés selon des plans sophistiqués, maintenus pendant des siècles, sans aucune preuve de hiérarchie marquée, sans fortification, sans armement, sans tombe de chef. Ça ne colle pas, ça ne rentre pas dans les cases. Je lui ai demandé pourquoi, si c'était le cas, la communauté scientifique n'en parlait pas davantage. Il a ri d'un rire sans joie. Parce que ce serait admettre que le modèle est faux. Que l'histoire qu'on raconte depuis 150 ans sur le progrès de la civilisation est au mieux incomplète, au pire mensongère. Que des sociétés ont existé qui fonctionnaient autrement, qui ont peut-être mieux fonctionné que les nôtres, et qui ont disparu sans laisser de descendants directs. C'est une pilule difficile à avaler, surtout pour des gens dont la carrière entière repose sur le modèle standard. Le troisième fragment est arrivé sous la forme d'un incident administratif. À la fin du mois d'août, j'ai reçu un courriel de mon université de rattachement en France, me demandant de soumettre un rapport d'étape sur mes activités au sein du consortium DeepTime. C'était une procédure de routine, requise par les conventions de financement. J'ai rédigé un rapport synthétique décrivant les méthodes employées, les surfaces prospectées, les tranchées ouvertes, les principales observations. J'ai inclus quelques images de la carte géophysique et des coupes stratigraphiques en les annotant de façon technique. J'ai envoyé le rapport au secrétariat de mon laboratoire, comme je l'avais fait des dizaines de fois pour d'autres projets. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel du directeur de mon unité de recherche. Il voulait me parler de certains éléments de mon rapport qui avaient soulevé des questions auprès de la direction de l'université. Je lui ai demandé de quels éléments il s'agissait. Après une hésitation perceptible, il m'a expliqué que des phrases de mon rapport avaient été jugées potentiellement problématiques dans le contexte actuel. Lesquelles? Celles où je mentionnais la régularité exceptionnelle du plan du site et la sophistication de son organisation spatiale. Ces termes, m'a-t-il dit, pouvaient être mal interprétés par des lecteurs non spécialistes et risquaient de donner prise à des récupérations indésirables. J'ai demandé quelle récupération exactement. Mon directeur a semblé mal à l'aise. Il m'a parlé de courants nationalistes qui instrumentalisaient l'histoire à des fins politiques, de pseudo-scientifiques qui cherchaient des civilisations perdues pour justifier des idéologies douteuses, de la responsabilité des chercheurs dans la façon dont leurs travaux pouvaient être utilisés par le grand public. Il m'a suggéré de reformuler certains passages de mon rapport, d'utiliser un vocabulaire plus neutre, de contextualiser mes observations pour éviter les malentendus. J'ai raccroché avec un sentiment de vertige. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des pressions pour modérer mes conclusions, pour arrondir les angles d'un résultat trop tranchant. Cela fait partie du jeu académique, de la politesse scientifique, de la prudence méthodologique que Brenner incarnait si parfaitement. Mais cette fois, c'était différent. Ce qu'on me demandait de taire n'était pas une spéculation hasardeuse, une hypothèse mal fondée, une interprétation discutable. C'était des faits, des mesures, des images. Des images
On me demandait de décrire un plan de ville comme s'il s'agissait d'un village, de parler d'une organisation sophistiquée comme si elle était primitive, de traiter une découverte exceptionnelle comme si elle était ordinaire. J'ai relu mon rapport cette nuit-là, en me demandant ce que j'avais écrit de si dangereux. J'ai relu les phrases incriminées, ces quelques lignes où je décrivais simplement ce que je voyais sur mes cartes, et j'ai compris avec une clarté effrayante que le danger n'était pas dans mes mots. Le danger était dans les faits eux-mêmes, ce que nous avions découvert sur ce site et ce que d'autres avaient découvert sur d'autres sites depuis des décennies remettaient en question des certitudes si profondément ancrées qu'il était impossible de les énoncer sans provoquer une réaction de défense. Les certitudes en question n'étaient pas seulement académiques. Elles étaient politiques, idéologiques, identitaires. L'idée que la civilisation était née au Moyen-Orient, qu'elle s'était diffusée vers l'Europe sous l'impulsion de peuples avancés, que nos ancêtres européens avaient été des barbares jusqu'à l'arrivée des influences orientales, cette idée structurait non seulement les manuels scolaires et les musées, mais aussi les représentations que les Européens avaient de leur place dans l'histoire, suggérait que des sociétés complexes avaient existé en Europe bien avant Sumer et l'Égypte, qu'elles avaient peut-être été plus avancées à certains égards que leurs contemporaines orientales, que le progrès n'avait pas suivi une ligne droite depuis le croissant fertile vers le reste du monde, s'était touché à quelque chose de sensible, de douloureux, de politiquement explosif. Je comprenais maintenant pourquoi Brenner avait peur. Je comprenais pourquoi l'article du chercheur ukrainien avait été ignoré. Je comprenais pourquoi mon rapport avait déclenché une alarme dans les bureaux de mon université. Nous n'étions pas confrontés à un complot, à une machination organisée par quelque pouvoir occulte. Nous étions confrontés à quelque chose de beaucoup plus diffus et de beaucoup plus efficace, un système d'autocensure collective alimenté par des peurs légitimes et des intérêts contradictoires, qui fonctionnait d'autant mieux qu'il n'avait pas besoin d'être coordonné. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué mon travail sur le terrain et au laboratoire, mais avec une attention différente. Je regardais mes collègues d'un œil nouveau, guettant les signes de ce malaise que j'avais fini par reconnaître en moi-même. Je notais les mots qu'ils choisissaient pour décrire leur découverte, les périphrases qu'ils employaient pour éviter les termes qui fâchent, les silences qui s'installaient quand une discussion approchait de trop près les questions interdites. Un soir, lors d'une réunion informelle dans la salle commune, un doctorant polonais a lancé une question apparemment innocente. Pourquoi les manuels d'histoire européens ne mentionnaient-ils jamais les mégasites tripilliens alors qu'ils consacraient des chapitres entiers à Satalwayuk ou à Jéricho? La question a provoqué un malaise perceptible. Brenner a répondu que les mégasites étaient moins bien connus du grand public, qu'ils faisaient l'objet de débats en cours au sein de la communauté scientifique, qu'il était prématuré de les intégrer au récit standard de la préhistoire. Le doctorant a insisté, mais ces sites étaient connus depuis plus d'un siècle. Les données accumulées étaient considérables. Certains d'entre eux étaient plus grands et plus anciens que les établissements orientaux célébrés dans les livres d'école. Pourquoi ce silence? Brenner n'a pas répondu. Il s'est levé, a dit qu'il était fatigué, et il est sorti. La discussion s'est arrêtée là. Le lendemain, le doctorant polonais m'a confié qu'il avait reçu un mail de son directeur de thèse lui conseillant de se concentrer sur des sujets moins polémiques s'il voulait avoir une chance de trouver un poste après sa soutenance. C'est à cette période que j'ai commencé à travailler seul, la nuit, dans le conteneur de traitement. Je reprenais les données géophysiques, je les comparais avec les publications disponibles sur d'autres sites, je croisais les informations chronologiques, spatiales, typologiques. Je cherchais des motifs, des récurrences, des anomalies. Je construisais une vision d'ensemble que personne ne m'avait demandé de construire et que personne ne voulait voir. Ce qui émergeait de ce travail était vertigineux. Les mégasites tripilliens ne formaient pas une collection d'établissements isolés, nés indépendamment les uns des autres au gré des circonstances locales. Ils formaient un réseau, un système, une organisation à l'échelle régionale, peut-être continentale, qui appliquait des échanges de personnes, de biens, d'informations, de normes architecturales, de traditions rituelles. Les plans des sites se ressemblaient trop pour être le fruit du hasard. Les céramiques présentaient des décors standardisés,
qui se retrouvaient à des centaines de kilomètres de distance. Les datations suggéraient des phases de croissance et de déclin synchrones, comme si les établissements répondaient à un rythme commun, une sorte de respiration collective dont nous ne comprenions pas la logique. Et puis il y avait la question des abandons. Tous les mégasites connus avaient été abandonnés, pas détruits par des envahisseurs, pas décimés par des épidémies, pas étouffés par des famines, abandonnés, vidés, brûlés, effacés. Et après ces abandons, rien. Pas de successeur direct, pas de continuité culturelle identifiable, pas de transmission visible vers les populations qui ont occupé les mêmes territoires aux époques suivantes. C'était comme si toute une civilisation s'était retirée, avait tiré le rideau derrière elle et avait laissé le vide. Les hypothèses classiques pour expliquer cette disparition me semblaient de plus en plus insuffisantes. Le changement climatique. Les données paléoclimatiques ne montraient pas de crise majeure à la période concernée. L'épuisement des sols. Les analyses archéobotaniques suggéraient au contraire une gestion agricole sophistiquée, capable de maintenir la fertilité sur de longues périodes. Les invasions. Aucune trace de violence, aucune preuve d'intrus, aucun témoignage archéologique d'un choc entre populations. La surpopulation. Les estimations démographiques, même les plus hautes, restaient en deçà de ce que les ressources disponibles auraient pu supporter. Une nuit, en comparant les séquences chronologiques de plusieurs sites, j'ai fait une découverte qui m'a glacé le sang. Les phases d'abandon ne suivaient pas un schéma de déclin progressif, comme on l'attendrait d'une société confrontée à des difficultés croissantes. Elles suivaient un schéma de contraction concentrique. Les sites périphériques étaient abandonnés en premier, puis ceux de la couronne intermédiaire, puis finalement les plus grands, les plus centraux. Comme si la civilisation se repliait sur elle-même, se concentrait vers un cœur de plus en plus restreint, avant de disparaître complètement. Mais ce n'était pas tout. Les datations suggéraient que cette contraction avait été rapide, peut-être 2 ou 3 générations, et qu'elle avait été suivie immédiatement par la mise à feu systématique de tous les établissements restants. Pas un incendie accidentel ici ou là, pas une destruction progressive par le temps et les intempéries. Un incendie coordonné, délibéré, qui avait touché des dizaines de sites en même temps sur une région de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Ce que je regardais sur mon écran cette nuit-là, ce n'était pas la trace d'un effondrement. C'était la trace d'une fermeture, d'une clôture, d'un geste collectif de terminaison dont l'ampleur et la coordination dépassaient tout ce que je pouvais imaginer. Ces gens savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient qu'ils mettaient fin à quelque chose. Et ils l'ont fait de façon à ce que nous, leurs lointains descendants, ne puissions pas comprendre ce qu'ils avaient construit, ni pourquoi ils avaient choisi de le détruire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté devant mon écran jusqu'à l'aube, à regarder les cartes, les graphiques, les tableaux de données. Je pensais aux mains qui avaient allumé ces feux, aux yeux qui avaient regardé brûler ces maisons, aux paroles qui avaient peut-être été prononcées pour accompagner ce sacrifice. Je pensais à la mémoire qui s'était transmise ensuite, de génération en génération, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne elle aussi, ne laissant que ses traces enfouies sous des mètres de terre et de temps. Quand le soleil s'est levé sur la steppe, j'ai su que je ne pourrais pas garder tout cela pour moi. J'ai su aussi que je ne pourrais pas le partager librement. Pas dans le climat qui régnait au sein du projet, pas avec les pressions que je subissais de toutes parts. Il me fallait trouver un autre chemin. J'ai commencé par documenter tout ce que j'avais découvert. Dans un fichier séparé, crypté, sauvegardé sur un serveur personnel auquel personne d'autre n'avait accès, j'ai consigné mes observations, mes analyses, mes hypothèses, sans censure et sans précaution de langage. Ce fichier était ma mémoire de secours, mon témoignage pour l'avenir, la preuve que quelqu'un avait vu ce qu'il y avait à voir et avait refusé de l'oublier. Ensuite, j'ai cherché des alliés, pas dans l'équipe du projet, où la méfiance s'était installée, mais dans la communauté plus large des chercheurs travaillant sur des questions connexes. J'ai contacté des collègues de diverses nationalités, certains que je connaissais personnellement, d'autres dont j'avais lu les travaux. Je leur posais des questions apparemment innocentes sur leurs propres recherches, je leur demandais leur avis sur tel ou tel point de méthode, je leur envoyais des images en leur demandant ce qu'ils voyaient. Peu à peu, j'ai constitué un réseau informel de correspondants qui partageaient mes interrogations, sinon mes conclusions. Ce que j'ai appris par ces échanges a confirmé et amplifié mes soupçons.
D'autres chercheurs avaient fait des découvertes similaires aux nôtres sur d'autres sites, des structures trop propres, vidées de tout contenu avant l'incendie. Des plans d'une régularité troublante, suggérant une planification centralisée. Des séquences stratigraphiques montrant des cycles répétés d'occupation et d'abandon. Des datations indiquant une synchronisation des événements sur de vastes territoires. Et partout, les mêmes pressions pour minimiser, relativiser, contextualiser ces observations. Un collègue moldave m'a raconté qu'il avait été convoqué par son doyen après avoir donné une interview à un journal local où il qualifiait un mégasite de première ville européenne. On lui avait demandé de publier un rectificatif. Un collègue roumain m'a confié qu'une demande de financement pour un projet sur les réseaux d'échange trépidien avait été rejetée au motif que le sujet était trop spéculatif. Une collègue allemande m'a envoyé la copie d'un rapport d'évaluation où un reviewer anonyme critiquait son utilisation du terme proto-urbain comme anachronique et potentiellement nationaliste. Le terme nationaliste revenait souvent dans ses récits. C'était l'accusation ultime, celle qui fermait toutes les portes, qui décrédibilisait instantanément celui qui en était la cible. Suggérer que des sociétés complexes avaient existé en Europe de l'Est avant les civilisations orientales, c'était, dans l'esprit de certains, faire le jeu des idéologies d'extrême droite qui célébraient les racines européennes contre les influences étrangères. Peu importait que les chercheurs concernés n'aient aucune sympathie pour ces idéologies, qu'ils se bornent à décrire ce que leurs données montraient. La simple énonciation de certains faits était devenue politiquement suspecte. J'ai compris à ce moment-là que nous étions pris dans un piège épistémologique d'une perversité redoutable. D'un côté, des faits archéologiques objectifs, mesurables, vérifiables, qui suggéraient l'existence d'une civilisation néolithique, d'une complexité inattendue. De l'autre, un contexte politique et idéologique qui rendait l'énonciation de ces faits dangereuse, ou du moins inconfortable. Entre les deux, une communauté scientifique qui avait choisi, consciemment ou non, de résoudre cette tension par le silence, la prudence, l'autocensure. Le résultat était que des données cruciales pour notre compréhension du passé humain restaient enfouies, non pas sous la terre, mais sous des couches de non-dits et de méfiance. La campagne de terrain s'est terminée fin septembre. Les tranchées ont été rebouchées, le matériel stocké dans les dépôts de Kiev, les équipes dispersées vers leurs universités d'origine. J'ai fait mes adieux à mes collègues avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Nous nous sommes promis de rester en contact, de nous retrouver pour les futures campagnes, de publier ensemble nos résultats. Mais je sentais, et je pense qu'ils sentaient aussi, que quelque chose avait changé, que le projet ne serait plus jamais le même. Brenner m'a serré la main à l'aéroport de Kiev, avec une expression indéchiffrable. Il m'a dit qu'il avait été heureux de travailler avec moi, que mes données étaient excellentes, que nous aurions beaucoup de choses à publier dans les années à venir. Puis il a ajouté à voix basse, « Soyez prudent, Vericel, soyez prudent avec ce que vous savez et avec la façon dont vous le partagez. Ce monde n'est pas prêt pour certaines vérités. » Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Il n'a pas répondu. Il a ramassé son bagage, il a franchi le contrôle de sécurité, et je ne l'ai plus revu. De retour en France, j'ai repris mes activités universitaires habituelles, cours, réunions, évaluations, paperasserie administrative. Le quotidien m'a englouti, comme il engloutit tout le monde, et les semaines ont passé sans que j'aie le temps, ni l'énergie de revenir sur mes découvertes ukrainiennes. Mon fichier crypté dormait sur son serveur, mes correspondances avec les collègues s'espaçaient, les questions que j'avais commencé à poser restaient sans réponse. C'est en janvier que les choses ont basculé. J'ai reçu un mail de Klaus, le doctorant allemand qui avait travaillé avec nous sur le terrain. Il m'informait qu'un problème avait été détecté dans la chaîne de conservation des échantillons prélevés pendant la campagne. Plusieurs des prélèvements destinés aux datations au radiocarbone avaient disparu, apparemment perdus lors d'un transfert entre le dépôt de Kiev et le laboratoire de datation en Allemagne. Les échantillons manquants étaient précisément ceux que j'avais prélevés dans la structure trop propre de la 4e tranchée. J'ai d'abord pensé à une erreur administrative, une confusion de numérotation, une caisse égarée dans un entrepôt. Ces choses arrivent, surtout dans le contexte chaotique d'un projet international en zone de conflit. Mais quand j'ai demandé des précisions, les réponses ont été évasives.
Personne ne savait exactement quand les échantillons avaient disparu, ni comment, ni qui était responsable. Les registres de la chaîne de custodie étaient incomplets. Certaines signatures manquaient, des dates ne correspondaient pas. Klaus m'a confié qu'il avait essayé de reconstituer le parcours des échantillons, mais qu'il s'était heurté à des obstacles bureaucratiques insurmontables. J'ai contacté Brenner pour lui demander ce qu'il savait. Ma lettre est restée sans réponse. J'ai essayé de le joindre par téléphone, mais son numéro avait changé. J'ai écrit à l'université de Kiel, qui m'a informé que le professeur Brenner avait pris un congé sabbatique de durée indéterminée pour raison de santé. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai continué à rassembler des informations, à correspondre avec des collègues, à chercher des traces de ce qui s'était passé. Ce que j'ai appris m'a convaincu que la disparition des échantillons n'était pas un accident. D'autres chercheurs avaient connu des mésaventures similaires. Des données avaient été corrompues sur des serveurs, des carnets de terrain avaient été égarés, des publications avaient été retardées pour des raisons administratives floues. Pas de complot centralisé, pas de conspiration organisée. Juste une série d'incidents isolés, chacun explicable par la malchance ou la négligence, mais dont l'accumulation dessinait un motif reconnaissable. Quelqu'un, ou plutôt quelque chose, un système diffus de régulation, veillait à ce que certaines questions ne soient pas posées, à ce que certaines réponses ne soient pas trouvées. Je ne prétends pas avoir compris la nature de ce système. Je ne sais pas s'il est le produit de décisions conscientes ou de mécanismes automatiques. Je ne sais pas qui en sont les agents, s'il y en a, ni quels sont leurs motifs. Ce que je sais, c'est que le résultat est le même, une civilisation entière, qui a existé pendant plus de 2 millénaires, qui a construit des établissements plus grands que toutes les villes de son époque, qui a développé des technologies, des arts, des rituels, d'une sophistication remarquable. Cette civilisation reste invisible dans nos manuels, absente de nos musées, inconnue du grand public. Et je sais autre chose encore, quelque chose qui me hante depuis cette nuit de juillet dans le conteneur de traitement. Ces gens savaient, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont construit leurs établissements selon des plans précis, transmis de génération en génération. Ils ont maintenu leurs traditions pendant des siècles, à travers des dizaines de cycles de construction et de destruction. Et quand ils ont décidé de partir, ils ont tout brûlé, tout effacé, ne laissant que des traces si fragmentaires que nous aurions pu les ignorer pendant encore des millénaires. La question qui m'obsède n'est pas pourquoi ils ont fait cela. Comment ont-ils su que d'autres viendraient après eux, qui creuseraient la terre, qui analyseraient les débris, qui chercheraient à comprendre? Comment ont-ils su qu'il fallait rendre leur histoire illisible pour que leur secret reste secret? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait un sens. Peut-être que je projette sur ces gens des intentions qu'ils n'ont jamais eues. Peut-être que la crémation architecturale n'était qu'un rituel de purification, sans rapport avec une quelconque volonté de dissimulation. Peut-être que la régularité de leur plan n'était que le reflet d'une tradition esthétique, pas d'une planification consciente. Peut-être que leur disparition n'était qu'un effondrement ordinaire, comme en ont connu toutes les sociétés complexes de l'histoire. Mais alors, pourquoi cette peur que je ressens chaque fois que je regarde leurs cartes? Pourquoi ce malaise qui m'envahit quand je pense à leurs céramiques si parfaitement décorées, à leurs maisons si méticuleusement alignées, à leurs incendies si méthodiquement coordonnés? Pourquoi cette certitude irrationnelle qu'ils ont voulu que nous ne comprenions pas et qu'ils ont réussi? Je suis rentré en Ukraine une dernière fois, en octobre dernier. Pas pour une campagne officielle, pas avec le consortium, pas avec un financement. J'y suis allé seul, avec un billet d'avion acheté sur mes économies et une autorisation de visite obtenue grâce à un ancien collègue de l'Institut de Kiev. Je voulais revoir le site, je voulais marcher sur cette terre sous laquelle dormaient les traces de ceux qui avaient su effacer leur propre histoire. Je voulais comprendre, ou du moins ressentir, quelque chose qui m'échappait depuis des mois. Le voyage a été compliqué. La guerre continuait, les routes étaient parfois coupées. Les contrôles militaires ralentissaient les déplacements. J'ai passé 2 jours à Kiev, à retrouver d'anciens collègues, à consulter des archives, à chercher des informations sur ce qui était advenu du projet DIM. Ce que j'ai appris m'a consterné. Le projet était officiellement en pause pour des raisons de sécurité. Les données collectées pendant les campagnes précédentes étaient en cours de traitement, mais aucune publication n'était prévue à court terme. Les échantillons manquants n'avaient pas été retrouvés. Brenner était toujours en congé,
et personne ne savait quand il reprendrait ses fonctions. J'ai fini par atteindre le site, un après-midi gris de la fin octobre. Les champs de tournesol avaient été récoltés, et la terre était nue, d'un brun sombre sous le ciel couvert. Le kolkhoz qui avait servi de base était fermé. Les conteneurs de traitement avaient été enlevés. Seuls restaient les bâtiments administratifs abandonnés où quelques ouvriers agricoles avaient trouvé refuge. J'ai marché jusqu'au centre du site, là où se trouvait l'espace vide que nous avions fouillé en juillet. La tranchée avait été rebouchée, comme prévu, mais on distinguait encore la cicatrice de la terre remuée au milieu des chaumes. Je me suis arrêté là, les pieds enfoncés dans la boue, et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien à voir. Des champs plats jusqu'à l'horizon, quelques arbres isolés, le ciel gris uniforme, le vent froid de l'automne ukrainien. Rien qui indiquât qu'ici, sous mes pieds, avait existé une ville de plusieurs milliers d'habitants, organisée selon un plan que nous n'avons pas fini de comprendre. J'ai pensé à tous ces gens qui avaient vécu ici, qui avaient travaillé, aimé, enfanté, vieilli, dans des maisons qui savaient condamner à brûler. J'ai pensé aux derniers jours, quand ils avaient allumé les incendies, quand ils avaient regardé monter les flammes, quand ils avaient tourné le dos à ce qu'ils avaient construit, et étaient partis vers une destination que nous ne connaîtrons jamais. J'ai pensé à leurs enfants, qui avaient dû demander où ils allaient et pourquoi, et aux réponses qu'on avait dû leur donner, des réponses que nous ne saurons jamais. Et j'ai pensé à nous, à notre civilisation, si fière de ses technologies, de ses sciences, de ses certitudes, à notre conviction que nous avons compris le passé, que nous savons d'où nous venons, que nous maîtrisons notre histoire, à notre aveuglement face à ce qui ne cadre pas avec nos attentes, à notre réflexe de minimiser, de relativiser, de taire ce qui dérange. Je suis resté là jusqu'à la tombée de la nuit. Quand les premières étoiles sont apparues, j'ai repensé à ce que Marcus m'avait dit, un soir de juillet, sur le chemin du retour vers la base. On pose mal la question, avait-il dit. Je crois que je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. La question n'est pas « Pourquoi cette civilisation a-t-elle disparu ?» La question est « Pourquoi avons-nous si peur de savoir ce qu'elle était vraiment ?» Je suis rentré à Kiev le lendemain, puis en France la semaine suivante. J'ai repris mon travail, mes cours, ma vie ordinaire. Mais quelque chose avait changé en moi, quelque chose d'irréversible. Je ne pouvais plus regarder une carte, une stratigraphie, un tesson de céramique, sans penser à ce que nous choisissons de voir et à ce que nous choisissons d'ignorer. J'écris ces lignes parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas lanceur d'alerte, je ne suis pas militant. Je suis un scientifique qui a vu des choses qu'il ne peut pas expliquer et qu'on lui demande de taire. Je n'ai pas de preuves définitives, pas de documents secrets, pas de révélations fracassantes. Je n'ai que des données, des observations, des questions sans réponse. Mais je sais une chose. Les mégasites tripilliens sont réels. Ils sont mesurables. Ils sont là, sous les champs de tournesol d'Ukraine et de Moldavie, attendant que quelqu'un ait le courage de dire ce qu'ils sont vraiment. Et tant que nous n'aurons pas ce courage, tant que nous continuerons à les décrire avec des périphrases prudentes et des hypothèses minimales, nous resterons aveugles à une partie de notre propre histoire. Je ne demande pas qu'on me croie, je demande qu'on regarde, que des chercheurs, des journalistes, des citoyens ordinaires s'intéressent à ces sites, consultent les publications disponibles, posent des questions à ceux qui les étudient, et qui notent soigneusement les réponses qu'on leur donne, les mots qu'on choisit, les silences qu'on observe, les portes qu'on ferme, car c'est là, dans ces mots et ces silences, que se joue quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui concerne non seulement notre passé, mais notre capacité à comprendre ce passé, et donc notre capacité à imaginer un avenir différent de celui qu'on nous présente comme inévitable. La dernière information que je veux partager est la suivante. Avant de quitter le site, en octobre dernier, j'ai prélevé un échantillon de sol dans la zone centrale, là où nous avions trouvé cette stratigraphie dense et vide. Je l'ai ramené en France, dans mes bagages, sans le déclarer aux douanes. Je l'ai fait analyser dans un laboratoire privé, en payant de ma poche, sans donner de détails sur sa provenance. Les résultats sont arrivés la semaine dernière. Ils montrent, dans les couches les plus profondes de l'échantillon,
des traces de composés organiques inhabituels, des signatures chimiques qui ne correspondent à rien de ce que nous connaissons pour la période concernée. Les techniciens du laboratoire n'ont pas su les identifier. Ils m'ont suggéré de contacter des spécialistes, mais ils m'ont prévenu que ce type d'analyse était coûteux et que les délais pouvaient être longs. Je n'ai pas encore décidé ce que je ferai. Peut-être que ces traces ne sont rien, une contamination moderne, une anomalie sans signification. Peut-être qu'elles sont quelque chose, un indice de plus dans un puzzle qui n'a pas fini de nous surprendre. Ce que je sais, c'est que le sol de ce site contient des secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés. Et que quelque part, dans des bureaux d'université ou des salles de réunion de consortium, des gens travaillent à s'assurer que nous ne les déchiffrerons pas de sitôt. La dernière phrase de mon carnet de terrain, griffonnée à la hâte avant de quitter le site en juillet, disait ceci: 8 anneaux complets, un 9e partiel, plus de 1400 structures. Superficie totale confirmée, 387 hectares. Durée d'occupation estimée, 800 à 1200 ans, en phase discontinue. Dernière phase datée, 300-600 avant notre ère, plus ou moins 50 ans. Mifonnet de... Note. Aucune maison de la dernière phase ne contenait d'objets complets. Toutes vidées, toutes brûlées, toutes oubliées, toutes oubliées. C'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils ont obtenu. Et c'est ce que nous continuons à faire pour eux, 6000 ans plus tard. Toutes brûlées. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.